L'aube s'installe lentement sur Seth, sans éclat particulier, comme si la ville elle-même hésitait à se réveiller. Dans l'appartement encore silencieux, Sarah ouvre les yeux avec cette sensation désagréable d'une nuit inachevée, trop courte, trop lourde. Son téléphone vibre à peine sur la table de nuit, un message bref qui semble porter plus de poids que ses mots ne le laissent croire. Roxane lui écrit. Rien de dramatique en apparence, juste une phrase, mais Sarah sent déjà la tension remonter le long de sa nuque. Elle sait que ce message n'est pas anodin. Rien ne l'est plus depuis que Vaina est entrée dans leur quotidien. Dans la pièce d'à côté, Vaina est déjà debout. Elle s'excuse à voix basse, presque comme si elle parlait davantage pour se convaincre elle-même que pour être entendue. Elle dit que la dispute est de sa faute, qu'elle n'aurait jamais dû rester, qu'elle va partir. Les mots glissent, mais l'intention est claire, se présenter comme celle qui dérange, celle qui se sacrifie. Sarah la regarde, troublée. Elle ressent ce mélange de culpabilité et d'agacement qu'elle n'arrive plus à démêler. Elle finit par la retenir, presque malgré elle. Elle lui dit que ça lui fait plaisir qu'elle reste. La phrase sort trop vite, sans filtre, et Sarah le sent immédiatement, elle vient de franchir une limite invisible. Pendant ce temps, Roxane lit et relit le message. Elle imagine la scène sans y être. Elle déteste cette impression de parler dans le vide, de ne plus avoir prise sur ce qui se joue sous son propre toit. Pour la première fois depuis longtemps, elle a peur pour son couple. Une peur nue, sans détour, qui ne se cache même plus derrière l'humour ou la distance analytique qu'elle a toujours su utiliser comme bouclier. Elle sent que Sarah manque de recul, qu'elle se laisse happer par quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et Roxane, pour une fois, ne sait pas comment intervenir sans tout briser. Lorsque Sarah tente d'embrasser Roxane plus tard dans la matinée, le geste n'a rien de spontané. Il est chargé de tensions accumulées, de non-dits. Mais très vite, Sarah se recule. Elle pose des mots clairs, presque douloureux dans leur netteté, il ne se passera rien. Pas maintenant. Peut-être jamais, tant que la situation avec Vaina ne sera pas clarifiée. Roxane encaisse sans répondre. Elle se contente de hocher la tête, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Ce refus n'est pas seulement un refus physique. C'est la confirmation que Vaina occupe désormais un espace qui ne devrait appartenir qu'à elle deux. Dans un autre coin de la ville, Bar tente d'apaiser les tensions comme il peut. Il confie à Roxane qu'il ne trouve pas Vaina méchante. Il parle avec sincérité, sans arrière-pensée. Mais Roxane n'arrive pas à l'entendre. Elle est persuadée que quelque chose cloche, que tout chez Vaina sonne faux. Cette certitude ne repose sur aucun fait concret, seulement sur une intuition viscérale, celle qui ne s'explique pas mais qui s'impose. Elle avoue à Bar qu'elle se sent perdue, qu'elle n'a jamais eu aussi peur de perdre Sarah. Les mots sortent difficilement. Roxane n'a pas l'habitude de reconnaître ses failles. Dans le même temps, d'autres vies suivent leur cours, comme si la ville refusait de se plier à une seule intrigue. Fred, par exemple, plonge dans la piscine devant sa maison alors que l'eau est glaciale. Le thermomètre affiche à peine 7 degrés. Soraya le regarde, incrédule, et lui lance qu'il est complètement fou. Fred rit, mais son rire sonne creux. Il agit comme s'il cherchait à ressentir quelque chose, n'importe quoi, quitte à se confronter au froid le plus brutal. Ce n'est pas un défi, c'est une fuite. Diane, elle, montre une photo de Bastien à Émilie. Elle le trouve très mignon. Le commentaire est léger, presque anodin, mais il révèle cette manière qu'ont les adolescents de transformer les détails les plus simples en enjeux immenses. Rien n'est grave, tout est important à la fois. Aaron, de son côté, a tenté d'aller courir. Son corps refuse d'obéir. Chaque pas lui coûte. Soraya l'observe, inquiète. Elle sent qu'il tire sur la corde depuis trop longtemps. Aaron finit par avouer qu'il n'a pas dormi de la nuit. La veille encore, la femme qu'il a rencontrée s'est montrée méprisante, à peine capable de le regarder. Il raconte la scène avec un sourire amer. Il dit qu'il a cru, l'espace d'un instant, qu'elle allait devenir gentille. Puis il lâche, presque en riant, qu'il est sans doute juste, con et naïf. Le mot est dur, mais il le prononce comme une évidence. Soraya l'écoute, consciente que ce qu'il minimise est en réalité bien plus grave. Elle lui dit qu'il est peut-être temps d'arrêter, que Simon n'apprécierait pas de le voir se détruire ainsi. Aaron hausse les épaules. Il dit que ce n'était peut-être qu'une mauvaise expérience. Mais au fond de lui, le doute s'est installé. Sarah, elle, tente encore de préserver un semblant de normalité. Elle dit à Roxane qu'elle déteste quand elles se disputent. Elle lui demande si elles vont rentrer ce soir. Roxane répond que ça dépend, par rapport à Vaina. La phrase suffit à rallumer le conflit. Les mots s'entrechoquent, la tension monte. Rien n'est vraiment dit, mais tout est sous-entendu. Elles se disputent à nouveau, sans parvenir à trouver un terrain d'entente. À l'heure de la maraude, les binômes se forment. Ellie est déçue de ne pas voir Violette. Elle se met avec Diane, un peu par défaut. Esmé et Bastien choisissent de travailler ensemble.
Ellie propose de prendre un café avant de partir, espérant encore que Violette arrive. L'attente devient presque une obsession. Chaque minute qui passe sans elle est vécue comme un rejet silencieux. Romain, quant à lui, parle avec Nor. Il lui confie qu'il adore passer du temps avec elle, qu'elle lui a manqué, avec son rire, sa manière de le bousculer. Pourtant, il se dit incapable de s'engager dans une nouvelle relation. Il pense encore trop à Océane. Les mots sont honnêtes, mais douloureux. Il décide de continuer à se voir, sans promesse. Un entre-deux fragile, comme tant d'autres avant eux. Soraya raconte ensuite à Nor l'épisode de la piscine glacée. Elle le trouve de plus en plus étrange. Elle dit qu'il fait des choses lunaires en ce moment. Le terme n'est pas choisi au hasard. Il évoque quelque chose de décalé, presque inquiétant, comme si Fred évoluait dans une réalité parallèle. À l'hôpital, Aaron enchaîne les cafés. Il est en retard pour une opération, ce qui ne lui ressemble pas. Victoire le remarque immédiatement. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle lui demande de tendre le bras, lui demande combien de café il a déjà bu. Aaron tremble. Le constat est sans appel. Victoire estime qu'il n'est pas en état d'opérer. Elle lui laisse un choix qui n'en est pas vraiment un. Soit il annule l'opération, soit elle en parle à Marianne. Aaron n'hésite pas longtemps. Il annule. Le geste est lourd de conséquences. Victoire lui dit qu'elle est là s'il a besoin de parler. Aaron la remercie, mais son regard est ailleurs, perdu. À la fin de la maraude, Esmé et Bastien s'embrassent sur un banc. Le geste est simple, presque timide, mais il marque un tournant. Ellie, de son côté, se confie à Samuel. Violette n'est pas venue. Elle est dégoûtée. Elle a même été grillée par Diane, qui a compris qu'elle avait un faible pour Violette. Ellie avoue qu'elle ne sent pas Diane. Ce malaise diffus s'ajoute à la frustration déjà bien présente. Roxane, pendant ce temps, fait une découverte majeure. Elle rentre à l'appartement pour parler à Vaina. Dès qu'elle ouvre la porte, elle comprend que quelque chose s'est passé. Un pot de fleurs est renversé. Une lampe gît au sol. Le désordre n'est pas accidentel. Roxane appelle Vaina. Le téléphone est resté sur le canapé. L'absence devient tangible, presque oppressante. Roxane appelle Sarah et lui demande de se dépêcher de venir à la maison. Sa voix tremble malgré elle. Bastien confie ensuite à Violette qu'il s'est embrassé avec Esmé. Violette répond que c'est cool. Bastien insiste, dit que c'est génial. Les mots sont enthousiastes, mais Violette semble ailleurs, comme si cette nouvelle ne la touchait qu'en surface. Victoire débarque dans sa chambre et retrouve Fred en train de trier des centaines de livres. Ils sont tous classés par époque. L'ordre est parfait, presque maniaque. Victoire l'observe, silencieuse. Elle sent que ce comportement n'est pas anodin. Fred, lui, agit comme si tout était normal, comme si ce besoin de tout ranger, de tout contrôler, pouvait combler un vide qu'il refuse de nommer. Et puis, loin de là, dans un bar à l'atmosphère feutrée, Vaina apparaît sur son 31. Elle semble différente, presque méconnaissable. Roxane, qui a suivi une piste, découvre la vérité. Vaina se fait appeler Joy. Un faux nom. Depuis 2 ans. Roxane comprend alors. Tout s'emboîte avec une logique cruelle. Vaina se prostitue. Son agression n'était pas un hasard. Elle est liée à cette double vie qu'elle tentait désespérément de cacher. Roxane pense au maillon manquant, à cette figure invisible qui plane derrière tout cela. Le Mac. Celui qui l'a récupéré. Celui qui ne la lâchera pas si facilement. La réalité s'impose brutalement, sans ménagement. Roxane sait désormais, mais savoir n'apporte aucun apaisement. Au contraire, c'est le début d'autre chose. Une descente qui ne fait que commencer. Le silence qui suit la découverte de Roxane n'a rien de paisible. Il est lourd, compact, presque agressif. Dans l'appartement sens dessus-dessous, chaque objet déplacé devient un indice muet, chaque trace de désordre raconte une violence qu'on a voulu étouffer. Roxane reste immobile quelques secondes, incapable de faire un pas de plus, comme si avancer signifiait accepter pleinement ce qu'elle vient de comprendre. Vaina n'a pas seulement menti. Elle a vécu pendant 2 ans dans un mensonge total, une vie parallèle qui a fini par la rattraper avec brutalité. Lorsque Sarah arrive enfin, essoufflée, elle sent immédiatement que quelque chose a basculé. Le regard de Roxane est différent, plus dur, mais aussi traversé par une peur qu'elle ne lui connaissait pas. Roxane ne parle pas tout de suite. Elle laisse Sarah regarder autour d'elle, comprendre par elle-même que l'appartement a été le théâtre d'un affrontement. Les mots arrivent ensuite, lentement, presque mécaniques. Roxane lui dit ce qu'elle a découvert, sans détour. Le faux nom, Joy, la prostitution, le Mac. Chaque information tombe comme un coup sec. Sarah écoute, figée. Elle voudrait nier, dire que c'est impossible, que Vaina n'aurait jamais fait ça. Mais au fond, une part d'elle savait déjà. Elle n'avait simplement pas voulu regarder. Sarah se sent envahie par une culpabilité écrasante. Elle repense à tous les moments où elle a défendu Vaina,
où elle a minimisé les inquiétudes de Roxane, où elle a refusé de voir les signaux évidents. Elle se rend compte que son désir de protéger quelqu'un en difficulté l'a conduite à fragiliser ce qu'elle avait de plus précieux. Le couple qu'elle forme avec Roxane. Et cette prise de conscience la frappe de plein fouet. Roxane, elle, oscille entre colère et effroi. Elle n'arrive pas à se détacher de cette idée obsédante. Vaïna a été récupérée par son Mac. Le mot lui brûle la gorge. Il évoque le contrôle, la domination, la violence ordinaire. Roxane imagine ce que Vaïna a dû endurer, les concessions, la peur constante, l'impossibilité de s'en sortir seule. Mais cette compassion est immédiatement rattrapée par un sentiment plus personnel, plus douloureux. Vaïna a mis son couple en danger sans jamais rien dire. Dans le même temps, Aaron quitte l'hôpital plus tôt que prévu. L'annulation de l'opération continue de résonner en lui comme une défaite intime. Il marche sans but précis, incapable de rentrer chez lui. Il se sent vidé, inutile. Toute son identité repose sur sa capacité à soigner, à être fiable, à tenir bon même quand tout vacille. Et aujourd'hui, il a failli. Pas devant n'importe qui, mais devant Victoire, quelqu'un qui le connaît suffisamment pour voir au-delà de ses excuses. Aaron repense à cette nuit blanche, à cette femme méprisante, à son propre besoin d'être regardé, reconnu, désiré. Il se demande à quel moment il a commencé à confondre attirance et autodestruction. Chaque café avalé à l'hôpital n'était pas une simple habitude, mais une tentative désespérée de rester fonctionnel, de masquer un épuisement bien plus profond. Il sent que son corps lui envoie des signaux clairs. Tremblements, fatigue extrême, perte de concentration. Mais Aaron a toujours été du genre à ignorer les alertes, persuadé qu'il pouvait encaisser plus que les autres. Soraya, de son côté, ne parvient pas à se sortir Aaron de la tête. Elle connaît trop bien ce genre de spirale. Elle a déjà vu des gens se perdre à force de vouloir tout contrôler. Elle hésite à l'appeler, puis renonce, consciente que parfois, la présence peut être vécue comme une intrusion. Elle se contente de rester disponible, prête à intervenir si la situation dégénère. À la maraude, l'ambiance est plus lourde qu'à l'accoutumée. Ellie n'arrive pas à cacher sa déception. Chaque visage qu'elle croise devient une comparaison silencieuse avec celui de Violette, absente une fois de plus. Elle se sent stupide d'avoir espéré. Diane, elle, observe Ellie avec un regard ambigu, partagé entre curiosité et agacement. Ellie sent qu'elle est percée à jour, que ses sentiments ne sont plus un secret. Cette exposition la met mal à l'aise. Elle a l'impression d'être jugée, même sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Esmé et Bastien, au contraire, savourent un moment suspendu. Leur baiser sur le banc a laissé une trace douce, rassurante. Pour eux, l'avenir semble encore possible, presque simple. Bastien se surprend à sourire sans raison particulière. Il ne cherche pas à analyser ce qu'il ressent. Il se laisse porter, mais cette légèreté contraste violemment avec le reste de la ville, comme une parenthèse fragile vouée à se refermer tôt ou tard. Fred continue d'inquiéter son entourage sans en avoir pleinement conscience. Dans sa chambre, entouré de piles de livres parfaitement classés, il explique à Victoire qu'il avait besoin d'y voir clair. Mettre de l'ordre, ranger les choses par époque, par logique. Victoire l'écoute attentivement. Elle comprend que ce besoin obsessionnel de structurer n'est pas anodin. C'est une manière de reprendre le contrôle sur un monde qui lui échappe. Fred parle vite, trop vite. Il passe d'un sujet à l'autre, comme s'il avait peur du silence. Victoire perçoit cette agitation intérieure qu'il tente de dissimuler derrière des gestes apparemment rationnels. Pendant ce temps, Roxane décide de ne pas rester passive. Elle refuse de laisser Vaïna disparaître sans réagir. Sa formation, son instinct d'ancienne hackeuse et d'analyste reprennent le dessus. Elle recoupe les informations, reconstitue les déplacements, s'intéresse au bar où Vaïna travaillait sous le nom de Joy. Chaque détail compte. Roxane se rend compte que cette double vie était bien plus organisée qu'elle ne l'imaginait. Rien n'a été improvisé. Vaïna avait un système, des règles, une façade soigneusement entretenue. Cette lucidité ne la rassure pas. Au contraire, plus Roxane avance, plus elle comprend que Vaïna était prisonnière d'un engrenage ancien, profondément ancré. Et plus elle se demande si Vaïna a réellement cherché de l'aide ou si, au fond, elle s'est résignée à cette existence. Cette question la hante, parce qu'elle fait écho à une autre, plus intime. À quel moment cesse-t-on de lutter ? Sarah observe Roxane travailler, concentrée, presque froide. Elle reconnaît ce mode de fonctionnement, cette manière de se réfugier dans l'action pour ne pas s'effondrer. Mais Sarah, elle, n'y arrive pas. Elle est submergée par les émotions. Elle se sent trahie, coupable, inquiète. Elle se demande si Roxane lui en veut réellement ou si cette distance n'est qu'un mécanisme de protection.
Le silence entre elles devient pesant. Elles partagent le même espace, mais semblent évoluer sur deux plans différents. Aaron finit par s'arrêter face à la mer. Le bruit des vagues l'apaise à peine. Il se demande ce qu'il est en train de devenir. Il repense à Simon, à ce qu'il penserait en le voyant ainsi. Il se dit qu'il a peut-être franchi une ligne invisible, celle qui sépare la fatigue passagère de l'effondrement réel. Cette idée l'effraie plus qu'il ne veut l'admettre. Aaron a toujours cru que tomber était réservé aux autres. La nuit commence à tomber sur Seth, enveloppant la ville d'une lumière trompeuse, douce en apparence. Mais sous cette surface calme, les tensions s'accumulent. Roxane sait qu'elle est désormais impliquée dans quelque chose qui la dépasse. Elle n'est plus seulement confrontée à une crise de couple. Elle fait face à un système violent, à une réalité sociale brutale qu'elle ne peut pas ignorer. Et cette prise de conscience la met en danger, même si elle refuse encore de l'admettre. À ce moment-là, une certitude s'impose à elle. Quoi qu'il arrive, rien ne redeviendra comme avant. Ni pour Vaina, ni pour Sarah, ni pour elle-même. Et quelque part dans la ville, Aaron, lui aussi, se tient au bord d'un précipice qu'il n'a pas encore nommé. La nuit s'est installée pour de bon sur Seth, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Dans l'appartement, Roxane n'a toujours pas quitté son écran. Les lumières sont faibles, presque inexistantes, comme si elle refusait de rompre la concentration fragile qui la maintient encore debout. Chaque information qu'elle recoupe la rapproche un peu plus d'une vérité qu'elle redoute. Elle ne cherche plus seulement à comprendre ce qui est arrivé à Vaina. Elle essaie d'anticiper ce qui pourrait encore lui arriver. Sarah, assise à l'autre bout de la pièce, la regarde sans vraiment la voir. Elle se sent inutile, coincée dans une position inconfortable où chaque parole risquerait d'aggraver la situation. Elle voudrait aider, mais elle ne sait pas comment. Elle sent que Roxane s'est enfermée dans un mode opératoire familier, analyser, agir, contrôler. Sarah reconnaît ce réflexe, mais elle sait aussi ce qu'il cache. Une peur immense, à peine contenue, qui menace de déborder à tout instant. Roxane finit par rompre le silence. Elle explique, d'une voix calme mais tendue, que le bar où Vaina se rendait n'est pas un lieu anodin. Il s'agit d'un point de rendez-vous discret, connu de certains réseaux. Elle ne prononce pas le mot à la légère. Réseau, il implique organisation, surveillance, pression. Roxane précise qu'elle a identifié plusieurs passages réguliers de Vaina, toujours aux mêmes heures, toujours avec une rigueur presque mécanique. Rien ne laisse penser qu'elle agissait librement. Au contraire, tout indique une vie rythmée par des contraintes imposées. Sarah ferme les yeux. L'image qu'elle s'était construite de Vaina se fissure définitivement. Elle repense à ses silences, à ses absences, à cette manière de disparaître sans jamais donner d'explication claire. Elle comprend maintenant que ces trous dans le récit n'étaient pas des caprices, mais des stratégies de survie. Cette réalisation la bouleverse. Elle se sent soudain minuscule face à la violence de ce que Vaina a traversé. Dans le même temps, Aaron est rentré chez lui. L'appartement est plongé dans l'obscurité. Il n'allume pas la lumière tout de suite. Il se laisse tomber sur le canapé, encore habillé, comme si retirer ses vêtements demandait un effort supplémentaire qu'il n'a plus la force de fournir. Le silence est total. Aucun bruit, aucun message. Cette absence de stimulation, qu'il recherchait pourtant, devient rapidement oppressante. Aaron sent son esprit s'emballer. Les pensées se succèdent sans ordre, sans pause. Il repense à l'hôpital, à ce moment précis où Victoire lui a demandé de tendre le bras. Ce geste simple, presque banal, l'a mis à nu. Il a vu dans son regard non pas un jugement, mais une inquiétude sincère. Et c'est précisément cela qui l'a déstabilisé. Aaron a toujours préféré être admiré ou critiqué, mais rarement plaint. Cette compassion l'a confronté à une réalité qu'il refusait d'admettre, il n'est plus en état de tenir. Soraya, de son côté, cède finalement à l'inquiétude. Elle l'appelle. Aaron met du temps à répondre. Quand il décroche, sa voix est plus grave, plus lente. Soraya ne pose pas de questions directes. Elle parle de choses anodines, du quotidien, comme pour lui offrir un point d'ancrage. Aaron l'écoute à peine, mais il est reconnaissant de cette présence discrète. Il ne lui dit pas qu'il tremble encore légèrement. Il ne lui dit pas non plus qu'il a peur de ne pas se relever s'il se laisse aller. À la maraude, les tensions s'accentuent. Ellie se sent de plus en plus isolée. Elle a l'impression que tout le monde avance, que les choses évoluent autour d'elle, sauf pour elle. Bastien et Esmé affichent une complicité évidente. Diane semble parfaitement à l'aise, trop à l'aise même. Ellie interprète chaque regard, chaque sourire, comme un jugement implicite. Elle se replie sur elle-même, incapable de dire ce qu'elle ressent réellement. Esmé, elle, savoure encore cette sensation nouvelle d'être choisie. Le baiser avec Bastien a laissé une trace durable. Elle se surprend à imaginer l'avenir, à projeter des scènes simples, presque banales.
Cette projection la rassure. Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelle que rien n'est jamais aussi simple à 7. Les histoires heureuses ont tendance à attirer l'orage. Fred, quant à lui, passe d'une activité à l'autre sans véritable transition. Après avoir classé ses livres, il se met à réorganiser ses vêtements, puis ses papiers administratifs. Chaque tâche est menée avec une précision excessive. Victoire l'observe à distance. Elle perçoit cette agitation constante, ce besoin irrépressible de ne jamais s'arrêter. Fred parle beaucoup, trop. Il évoque des souvenirs, des idées, des projets sans lien apparent. Victoire comprend que ce flot de paroles sert à masquer un malaise profond. Elle se demande combien de temps encore il pourra tenir ce rythme sans s'effondrer. Pendant ce temps, Roxane décide d'aller plus loin. Elle sait qu'elle prend des risques, mais elle ne supporte plus l'attente. Elle quitte l'appartement sous prétexte d'aller prendre l'air, sans préciser sa destination. Sarah la regarde partir avec une inquiétude grandissante. Elle sent que Roxane s'enfonce dans quelque chose de dangereux. Mais elle n'ose pas la retenir. Elle sait que l'en empêcher serait inutile. Roxane se rend près du bar. Elle n'entre pas. Elle observe de loin. Elle note les allées et venues, les silhouettes familières, les comportements suspects. Elle reconnaît certains visages, des hommes qui ne semblent jamais vraiment consommer, mais qui restent là, immobiles, comme des sentinelles. Cette observation confirme ses craintes. Vaina n'était pas seulement une cliente ou une employée occasionnelle. Elle faisait partie d'un système bien huilé. À ce moment-là, Roxane ressent pour la première fois une peur véritablement physique. Une peur qui serre la poitrine, qui accélère le cœur. Elle réalise que, si elle est capable de voir tout cela, d'autres peuvent aussi la voir. Elle n'est pas invisible. Cette pensée la pousse à reculer, à se fondre dans l'ombre. Elle comprend qu'elle doit agir avec prudence, mais aussi qu'elle ne peut plus faire marche arrière. De retour chez elle, Sarah attend. L'angoisse est palpable. Lorsqu'elle voit enfin Roxane franchir la porte, elle se lève d'un bond. Roxane ne dit rien immédiatement. Elle retire son manteau lentement, comme pour retarder l'inévitable. Puis elle raconte ce qu'elle a vu. Les hommes, le bar, la surveillance. Sarah pâlit. La situation prend une dimension bien plus grave que ce qu'elle avait imaginé. Il ne s'agit plus seulement d'une jeune femme en difficulté, mais d'un environnement dangereux, potentiellement violent. Sarah demande alors, presque dans un souffle, ce qu'elles doivent faire. Roxane hésite. Elle sait que la réponse n'est pas simple. Alerter les autorités? Intervenir seule? Attendre un faux pas? Chaque option comporte des risques. Roxane sent le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle a l'impression d'avoir ouvert une porte qu'elle ne pourra plus refermer. Pendant ce temps, Aaron s'allonge enfin, sans parvenir à dormir. Son esprit refuse le repos. Il repense à ses choix, à cette spirale dans laquelle il s'est laissé entraîner. Il se demande s'il a encore le contrôle, ou s'il est déjà trop tard. Cette question le terrifie. Pour la première fois, Aaron envisage la possibilité qu'il ait besoin d'aide. Une aide réelle, professionnelle. L'idée le heurte de plein fouet. Lui, le médecin, devenu patient potentiel. Cette inversion des rôles lui donne la nausée. La nuit avance, lourde, chargée de menaces silencieuses. Roxane, Sarah, Aaron, chacun à leur manière, se tiennent au bord d'un point de rupture. Les certitudes s'effritent, les masques tombent lentement, et quelque part, dans l'ombre, les conséquences de la double vie de Vaina continuent de se propager, prêtes à frapper encore. Le jour se lève difficilement, comme si la lumière elle-même hésitait à pénétrer une ville saturée de tension. Dans l'appartement, Roxane n'a presque pas dormi. Les images de la veille tournent en boucle dans son esprit, les silhouettes immobiles près du bar, les regards qui semblaient tout voir sans jamais se dévoiler, cette certitude glaçante d'avoir été observée. Elle se lève avant Sarah, silencieuse, prudente, consciente que le moindre bruit pourrait réveiller des questions qu'elle n'est pas encore prête à affronter. Quand Sarah ouvre enfin les yeux, elle sent immédiatement que quelque chose a changé. Roxane est plus distante, plus fermée. Elle répond par des phrases courtes, fonctionnelles. Sarah reconnaît ce mode de survie, celui qui consiste à compartimenter, à repousser l'émotion pour se concentrer sur l'action. Mais cette fois, Sarah n'accepte plus d'être tenue à l'écart. Elle demande ce que Roxane compte faire. La question tombe comme un couperet. Roxane ne détourne pas le regard. Elle dit qu'il faut protéger Vaina, même si cela implique de prendre des risques. Sarah encaisse, partagée entre l'admiration et la peur. Elle comprend que Roxane est prête à aller très loin. Dans le même temps, Aaron arrive à l'hôpital avec une boule au ventre. Chaque pas lui rappelle la veille, l'opération annulée, le regard de Victoire. Il tente de reprendre une apparence normale, mais son corps le trahit encore. Les tremblements sont plus discrets, mais la fatigue est toujours là, sourde, persistante. Aaron se surprend à éviter certains collègues,
comme s'il craignait qu'il ne voie ce qu'il essaie désespérément de cacher. Victoire l'observe à distance. Elle n'insiste pas, mais elle reste attentive. Elle sait que le déni est souvent la dernière étape avant la chute. Elle se demande quand, et comment, Aaron acceptera enfin de poser les armes. Car pour elle, c'est évident, il est en guerre contre lui-même. Roxane, de son côté, reçoit un message inattendu. Une information fragmentaire, imprécise, mais suffisante pour faire monter la pression. Vaïna a été vue, brièvement, dans un autre quartier. L'information n'est pas confirmée, mais elle suffit à déclencher un sentiment d'urgence. Roxane sent que le temps joue contre elle. Chaque heure qui passe réduit leur chance de l'aider sans provoquer une réaction violente de ceux qui la contrôlent. Sarah propose d'alerter la police. L'idée est rationnelle, logique. Mais Roxane hésite. Elle connaît les mécanismes. Elle sait qu'une intervention mal préparée pourrait aggraver la situation de Vaïna, attirer l'attention sur elle, la mettre en danger immédiat. Ce doute crée une tension palpable entre elles. Sarah, habituellement si confiante dans les institutions, découvre une réalité plus complexe, plus grise. Elle comprend que protéger quelqu'un signifie parfois agir dans une zone floue, inconfortable. À la maraude, l'ambiance est électrique. Ellie sent que quelque chose lui échappe. Elle remarque les regards appuyés, les conversations à voix basse. Elle a l'impression d'être exclue d'un secret collectif. Cette sensation réveille une colère sourde. Elle se sent invisible, inutile. Diane, toujours aussi sûre d'elle, semble incarner tout ce qu'Ellie n'arrive pas à être. Détendue, intégrée, maîtresse de la situation. Cette comparaison la ronge. Esmé et Bastien, eux, commencent à percevoir les premières fissures dans leur bulle. Leurs échanges sont toujours tendres, mais une forme d'inquiétude diffuse s'installe. Bastien sent que quelque chose pèse sur Esmé, sans parvenir à l'identifier clairement. Il se promet d'être attentif, présent, même s'il ignore encore ce qui les attend. Fred, quant à lui, franchit un nouveau seuil. Après avoir passé la nuit à ranger, il arrive au petit matin avec une énergie débordante, presque excessive. Il parle vite, propose 1000 projets, saute d'une idée à l'autre. Victoire le rejoint un instant et comprend que cette agitation n'est plus anodine. Elle reconnaît les signes d'un déséquilibre plus profond. Fred semble porté par une urgence intérieure qu'il ne contrôle plus. Victoire hésite à intervenir frontalement, consciente que le moindre mot pourrait être perçu comme une attaque. Roxane décide finalement de confronter la situation. Elle choisit d'agir, mais à sa manière. Elle contacte une personne capable de lui fournir des informations plus précises sur les réseaux qu'elle a repérés. Chaque appel est une prise de risque supplémentaire. Elle le sait, mais rester immobile lui semble désormais impossible. Elle sent que Vaïna n'a plus le luxe d'attendre. Sarah assiste à cette escalade avec une angoisse croissante. Elle se rend compte que Roxane n'est plus seulement inquiète, elle est déterminée. Cette détermination a quelque chose d'effrayant, parce qu'elle laisse peu de place au doute, à la prudence émotionnelle. Sarah craint que Roxane se perde dans cette mission de sauvetage, qu'elle s'oublie totalement. À l'hôpital, Aaron commet une erreur mineure. Rien de dramatique, mais suffisamment visible pour attirer l'attention. Il se reprend aussitôt, corrige, minimise. Mais pour lui, c'est un signal d'alarme retentissant. Il se rend compte qu'il n'est plus aussi fiable qu'avant. Cette prise de conscience le frappe de plein fouet. Il se réfugie dans une salle vide, s'assoit, respire difficilement. Pour la première fois, il envisage sérieusement de demander de l'aide. L'idée le terrifie autant qu'elle le soulage. La journée avance, lourde, tendue. Roxane reçoit enfin une confirmation. Vaïna est bien sous contrôle, surveillée, déplacée selon des règles strictes. Cette information glace le sang de Sarah. Elle comprend que le danger est réel, immédiat. Le sentiment d'urgence devient insoutenable. Roxane annonce qu'elle doit agir vite. Sarah la regarde, partagée entre la peur de la perdre et la certitude qu'elle ne pourra pas l'arrêter. À ce moment-là, chacun se trouve face à un choix crucial. Roxane, prête à affronter un système violent pour sauver quelqu'un. Sarah, tiraillée entre la loyauté envers sa femme et la peur des conséquences. Aaron, confronté à la limite de ses propres forces. Fred, emporté par une agitation qu'il ne maîtrise plus. Tous avancent vers un point de rupture, conscients que la moindre décision peut tout faire basculer. L'air semble plus lourd ce jour-là, comme si la ville retenait son souffle. Roxane n'a plus le luxe d'hésiter. Les informations qu'elle a recoupées ne laissent aucune place au doute. Vaïna est déplacée, surveillée, contrainte. Chaque minute passée à attendre est une minute de trop. Roxane sent une colère froide l'envahir, une détermination presque mécanique qui écrase la peur sans l'effacer complètement. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire peut tout faire basculer. Sarah comprend très vite que Roxane a déjà pris sa décision. Il n'y a plus de discussion possible.
Elle tente pourtant de la raisonner, d'évoquer les risques, les conséquences. Roxane l'écoute, mais son regard est ailleurs. Elle n'est plus dans l'anticipation émotionnelle, elle est dans l'action. Sarah ressent alors une angoisse profonde, celle de voir la personne qu'elle aime se jeter dans une situation qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Elle se sent impuissante, réduite au rôle de spectatrice inquiète. Roxane se rend de nouveau près du bar, cette fois avec un objectif précis. Elle ne cherche plus seulement à observer. Elle veut provoquer une réaction, forcer une faille. Chaque pas qu'elle fait est calculé. Elle sait qu'elle est repérée, ou qu'elle le sera bientôt. Cette conscience aiguë du danger la maintient dans un état d'hypervigilance. Elle repère les regards, les mouvements discrets, les échanges de signes. Tout confirme ce qu'elle redoutait, le réseau est bien en place, structuré, prêt à réagir. À ce moment-là, Roxane comprend que son initiative ne passera pas inaperçue. Elle sent la menace se rapprocher, diffuse mais bien réelle. Elle recule, se fond dans la foule, consciente que la moindre erreur pourrait déclencher une réaction violente. Cette prise de risque la laisse essoufflée, mais aussi étrangement lucide. Elle sait désormais qu'elle est entrée dans un jeu dangereux dont les règles lui échappent en partie. Sarah, restée à distance, sent monter une panique sourde. Elle guette son téléphone, chaque vibration la fait sursauter. Elle se reproche de ne pas être avec Roxane, de ne pas pouvoir intervenir si quelque chose tourne mal. Cette attente est insupportable. Elle réalise que, pour la première fois, leur couple est confronté à un danger extérieur qui dépasse largement leurs conflits internes. Pendant ce temps, à l'hôpital, Aaron vit une journée éprouvante. Chaque geste lui demande un effort supplémentaire. Il se surprend à vérifier plusieurs fois les mêmes informations, à douter de réflexes qui étaient autrefois automatiques. Cette perte de confiance en lui est un choc violent. Aaron comprend qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il se rend compte que s'obstiner serait non seulement dangereux pour lui, mais aussi pour les patients qu'il est censé soigner. Cette prise de conscience agit comme un déclic brutal. Aaron s'isole, s'assoit, respire profondément. Il se remémore les paroles de Victoire, l'inquiétude de Soraya. Il comprend qu'il n'est plus dans une simple phase de fatigue. Il est au bord de l'effondrement. Pour la première fois, il accepte cette idée sans la rejeter immédiatement. Cette acceptation est douloureuse, humiliante même, mais elle lui apporte aussi un étrange soulagement. Celui de ne plus lutter seul. À la maraude, l'ambiance se détériore. Ellie explose finalement. Elle laisse échapper sa frustration, son sentiment d'être mise à l'écart. Les mots sortent maladroitement, mais ils révèlent une souffrance réelle. Diane est prise de court. Elle réalise qu'elle a sous-estimé l'impact de son attitude. Cette confrontation crée un malaise, mais elle met aussi en lumière des tensions longtemps ignorées. Rien n'est réglé, mais quelque chose a été dit. Et cela change tout. Esmé et Bastien ressentent eux aussi les premières secousses. Leur relation, encore fragile, est mise à l'épreuve par l'environnement tendu qui les entoure. Bastien sent qu'Esmé est préoccupée, moins présente. Il s'inquiète de cette distance nouvelle, sans parvenir à en identifier la cause exacte. Il comprend que leur bonheur naissant évolue dans un contexte instable, où rien n'est garanti. Fred, de son côté, franchit une limite inquiétante. Son énergie débordante laisse place à des décisions impulsives. Il agit sans réfléchir, convaincu d'avoir raison. Victoire tente de l'alerter, mais Fred se braque. Il refuse toute remise en question. Cette rigidité inquiète profondément Victoire, qui comprend que la situation peut rapidement devenir incontrôlable. Roxane rentre enfin. Son visage est fermé, marqué par la tension. Sarah se précipite vers elle. Roxane ne cache plus la gravité de la situation. Elle explique qu'elle a été repérée, qu'elle a senti une pression immédiate. Cette confession glace Sarah. Elle comprend que Roxane est désormais exposée, que le danger n'est plus théorique. Cette révélation provoque une dispute violente entre elles. Sarah reproche à Roxane de s'être mise en danger sans penser aux conséquences. Roxane réplique qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Les mots sont durs, tranchants. La peur s'exprime sous forme de colère. Dans le silence qui suit, Sarah réalise que Roxane ne reculera pas. Elle comprend aussi qu'elle ne peut plus se contenter de subir. Elle doit choisir, soutenir Roxane malgré la peur, ou tenter de l'arrêter au risque de la perdre. Cette prise de conscience est brutale. Elle marque un tournant irréversible dans leur relation. À l'hôpital, Aaron fait enfin le pas qu'il repoussait. Il demande à parler à quelqu'un. Le geste est simple, presque banal, mais il représente une rupture majeure. En reconnaissant qu'il a besoin d'aide, Aaron abandonne l'illusion de contrôle qui le maintenait à flot. Cette décision le fragilise, mais elle lui offre aussi une perspective nouvelle. Celle d'un possible rétablissement, même s'il ignore encore à quel prix. La nuit tombe à nouveau sur Seth, chargée de menaces silencieuses. Roxane sait qu'elle a attiré l'attention d'un système dangereux.
Sarah sait qu'elle ne peut plus se contenter de protéger leur couple sans affronter la réalité extérieure. Aaron, lui, a franchi un seuil dont il ne pourra plus revenir en arrière. Les lignes sont désormais tracées. Les conséquences de ses choix commencent à se dessiner, implacables. La tension ne retombe pas. Elle s'épaissit. Elle s'insinue dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. À 7, rien ne semble plus vraiment anodin. Roxane en a pleinement conscience dès le matin. Le sentiment d'avoir été repéré la veille ne l'a pas quitté. Il s'est transformé en une certitude sourde, presque physique. Elle sait qu'elle n'évolue plus dans l'ombre. Elle est désormais visible. Sarah, elle, se réveille avec une angoisse diffuse qui lui serre la poitrine. La dispute de la veille n'a rien réglé. Au contraire, elle a mis en lumière une fracture plus profonde, la différence de manière dont elles affrontent le danger. Sarah cherche la protection, la sécurité, le cadre. Roxane avance tête baissée, portée par une urgence morale qui écrase tout le reste. Elles s'aiment, mais pour la première fois, leurs instincts les poussent dans des directions opposées. Roxane reçoit un message bref, cryptique. Pas une menace explicite, juste une phrase, suffisamment vague pour être niée, mais assez précise pour être comprise. Un rappel à l'ordre déguisé. Elle sent le sang quitter son visage. Ce genre de message n'est jamais envoyé par hasard. Il signifie une chose, elle est observée, identifiée, cataloguée. Le réseau sait qu'elle existe, et il lui fait savoir qu'elle dépasse les limites. Sarah voit immédiatement que quelque chose ne va pas. Roxane tente de minimiser, mais son corps la trahit. Les épaules raides, la mâchoire crispée, ce regard qui fuit. Sarah comprend alors que le danger a changé de nature. Il n'est plus seulement dirigé vers Vaina. Il s'étend désormais à Roxane elle-même. Cette réalisation provoque une peur plus primitive, plus viscérale. Celle de perdre la personne qu'elle aime. Dans le même temps, Aaron traverse une journée suspendue. Sa décision de demander de l'aide continue de résonner en lui. Il ne sait pas encore ce que cela implique concrètement, mais il ressent déjà un déplacement intérieur. Comme si, en renonçant à l'illusion d'être invincible, il avait ouvert une brèche. Cette brèche est inconfortable, mais elle laisse aussi passer un souffle nouveau. Aaron n'est pas apaisé, il est fragile, mais cette fragilité, pour la première fois, n'est plus synonyme d'échec total. À l'hôpital, certains collègues commencent à remarquer son changement d'attitude. Il parle moins, s'isole davantage. Il évite les situations de pression. Ce retrait est interprété de différentes manières. Certains y voient une simple fatigue. D'autres pressentent quelque chose de plus sérieux. Aaron le sent. Il sait que son image professionnelle est en train de se transformer, peut-être de se fissurer. Et cette idée le terrifie autant qu'elle le libère. À la maraude, les conséquences de la veille continuent de se faire sentir. L'explosion d'Ellie a laissé des traces. Les échanges sont plus prudents, plus tendus. Diane, habituellement si sûre d'elle, semble sur la défensive. Elle réalise que son assurance a pu être perçue comme de l'indifférence, voire du mépris. Ellie, elle, se sent vidée. Avoir parlé l'a soulagée, mais l'a aussi exposée. Elle a l'impression d'avoir montré une faiblesse qu'elle ne maîtrise plus. Esmé et Bastien ressentent ce climat pesant. Leur relation, encore jeune, est confrontée à une réalité plus dure que prévue. Bastien sent qu'Esmé est ailleurs, préoccupé. Il tente d'être présent, mais il se heurte à un mur de non-dit. Il comprend que l'amour ne protège pas de tout. Pas dans un environnement où les tensions s'accumulent sans jamais vraiment éclater. Fred, quant à lui, inquiète de plus en plus. Son agitation ne faiblit pas. Elle se transforme même en impulsivité dangereuse. Il prend des décisions sans consulter personne, convaincu d'avoir une vision claire quand, en réalité, tout le monde autour de lui perçoit son déséquilibre. Victoire n'hésite plus. Elle tente de le confronter, de mettre des mots sur ce qu'elle observe. Fred réagit mal. Il se sent attaqué, incompris. Cette confrontation marque une rupture. Victoire comprend qu'elle ne pourra plus l'aider seule. Roxane, de son côté, sait qu'elle doit faire un choix stratégique. Continuer seule, ou accepter de partager le danger. Elle hésite. Son instinct la pousse à protéger Sarah en l'écartant. Mais elle sait aussi que ce secret, cette mise à l'écart, pourrait les détruire plus sûrement encore. Finalement, elle parle. Elle montre le message. Elle explique ce qu'elle a compris. Sarah écoute, le visage fermé. La peur est là, brute, sans filtre. Mais derrière cette peur, quelque chose d'autre émerge. Une détermination qu'elle ne soupçonnait pas chez elle-même. Sarah réalise qu'elle ne peut plus se contenter d'attendre que Roxane revienne saine et sauve. Elle comprend que rester passive serait une forme de lâcheté. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle lui donne aussi une force nouvelle. Elle décide de rester aux côtés de Roxane, malgré le danger, malgré l'angoisse. Pas par inconscience, mais par choix. Dans le même temps, Aaron fait face aux premières conséquences concrètes de sa décision.
Une discussion est engagée, discrète mais lourde de sens. Des mots comme « repos »,« accompagnement »,« suivi » apparaissent. Aaron écoute, partagé entre la honte et le soulagement. Il comprend que ce chemin sera long, qu'il impliquera des renoncements. Mais pour la première fois, il n'est plus seul face à sa chute. Et cette simple idée l'empêche de sombrer complètement. La journée avance, tendue, fragile. Roxane sait que le réseau ne restera pas silencieux indéfiniment. Sarah sait qu'elle vient de s'engager dans quelque chose qui la dépasse. Aaron mesure le prix de sa lucidité tardive. Fred continue de s'enfoncer dans un comportement de plus en plus inquiétant. Chacun paye déjà, à sa manière, le coût des choix faits les jours précédents. Et au-dessus de tout cela plane une certitude inquiétante, l'affrontement final approche. Il ne sera peut-être pas spectaculaire. Il sera sourd, insidieux, mais il laissera des traces profondes. À 7, personne ne sortira indemne de ce qui est en train de se jouer. La nuit est revenue sur 7, mais elle n'a plus la même densité que les précédentes. Ce n'est plus une nuit de tension diffuse, d'attente fébrile. C'est une nuit de conséquences. Roxane le sent dès qu'elle sort de l'appartement avec Sarah. Rien n'a explosé, aucun drame visible. Pourtant, tout a déjà changé. Le message qu'elle a reçu plus tôt continue de résonner en elle. Pas comme une menace immédiate, mais comme une marque. Une frontière franchie. Roxane comprend que le réseau ne cherche pas forcément l'affrontement direct. Il préfère user, intimider, rappeler qu'il existe et qu'il contrôle le tempo. Cette stratégie est presque plus terrifiante que la violence brute. Elle oblige à vivre dans l'anticipation constante. Sarah marche à ses côtés, plus silencieuse que jamais. Elle n'a pas peur comme avant. Sa peur s'est transformée. Elle n'est plus paralysante. Elle est lucide. Elle sait désormais que l'amour qu'elle porte à Roxane implique d'accepter une part d'ombre, de danger, d'inconfort. Cette réalisation la secoue profondément. Elle comprend qu'aimer Roxane, ce n'est pas seulement partager un quotidien, mais aussi affronter les conséquences de ses choix moraux. Lorsque Roxane reçoit enfin une information décisive, elle s'arrête net. Vaina a été retrouvée. Pas par hasard, pas miraculeusement. Elle a été laissée là, volontairement, comme un avertissement silencieux. Vivante, mais brisée. Le message est clair. Le réseau n'a rien à craindre, mais il accepte de relâcher sa proie, pour l'instant. Roxane ressent un mélange contradictoire de soulagement et de rage. Soulagement de savoir Vaina hors de danger immédiat. Rage de comprendre que cette libération n'est qu'un acte de domination supplémentaire. Le réseau montre qu'il décide, qu'il accorde ou retire selon sa volonté. Cette compréhension laisse Roxane avec un goût amer. Elle n'a pas gagné, elle a seulement limité les dégâts. Sarah, elle, pense immédiatement à Vaina. À ce qu'elle va devoir affronter maintenant. Le regard des autres, la honte, le traumatisme, la reconstruction incertaine. Sarah réalise que la violence ne s'arrête jamais au moment où elle cesse physiquement. Elle continue longtemps après, à l'intérieur. Roxane et Sarah se rendent compte que leur rôle s'arrête là. Elles ne peuvent pas réparer. Elles ne peuvent pas effacer. Elles peuvent seulement être présentes, témoigner, refuser le silence. Cette limite est difficile à accepter pour Roxane, habituée à résoudre, à comprendre, à agir. Mais cette fois, elle doit apprendre à lâcher prise. Et ce renoncement lui coûte plus que n'importe quel danger physique. À l'hôpital, Aaron vit un moment de vérité discret, presque banal. Il signe des documents, échange quelques phrases sobres, sans emphase. Pourtant, pour lui, tout est bouleversé. Il n'est plus dans le déni. Il n'est plus dans la fuite. Il accepte, enfin, l'idée qu'il doit s'arrêter. Qu'il doit se soigner avant de soigner les autres. Cette décision n'est pas héroïque. Elle est douloureuse, humiliante à certains égards. Mais elle est nécessaire. Victoire le regarde avec une forme de respect nouveau. Elle ne le félicite pas. Elle ne dramatise pas. Elle sait que le plus dur commence maintenant. Aaron ressent une étrange paix mêlée d'angoisse. Il n'a aucune certitude sur l'avenir. Mais il sait qu'il a évité le pire. Et cette simple pensée lui donne la force de continuer. Fred, en revanche, reste dans une zone floue. Son agitation n'a pas disparu. Elle est simplement contenue, temporairement. Victoire comprend que son combat à lui sera plus long, plus sinueux. Rien n'est réglé, mais les fissures sont désormais visibles. Et c'est déjà un début. À la maraude, les choses semblent reprendre une apparence de normalité. Mais les liens ont changé. Ellie ne regarde plus Diane de la même façon. Bastien et Esmé avancent avec plus de prudence, conscients que leur bonheur est fragile. Chacun a été marqué, même sans comprendre entièrement pourquoi. Comme si la tension générale avait laissé une empreinte invisible sur tous. De retour chez elle, Roxane et Sarah s'installent dans le silence. Pas un silence hostile, un silence chargé de tout ce qui a été vécu. Sarah finit par prendre la main de Roxane. Ce geste simple, presque anodin, devient un ancrage.
Elles n'ont pas besoin de parler. Elles savent que quelque chose s'est déplacé entre elles. Leur couple n'est plus le même. Il est plus exposé, plus conscient, mais aussi plus solide d'une certaine manière. Roxane comprend qu'elle ne pourra plus jamais faire semblant de ne pas voir certaines réalités. Sarah comprend qu'aimer, c'est parfois accepter l'inconfort et la peur. Aaron comprend que la force ne réside pas toujours dans la résistance, mais dans la capacité à demander de l'aide. Vaina, elle, devra apprendre à vivre après l'indicible. L'épisode se referme sans triomphe, sans justice éclatante. Seulement avec des survivants. Des personnages marqués, changés, forcés d'avancer autrement. À 7, rien n'a explosé. Mais tout a laissé une cicatrice.